Et bonjour Phil-Andrène, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, je vais très bien et vous-même? Ah bah écoutez, je vais honnêtement moi et moins bien. Entre le fait d'éplucher Ah, la presse toute la nuit et avoir en fait le cerveau en bouillie quand on voit les informations d'une qualité médiocre, et qu'ensuite je me force à réécouter ce type de discours, par exemple d'un que j'ai fait écouter juste avant. Quand on voit en fait les revirements constamment des hommes politiques, eh bien, on commence à être un peu fatigué et on est content de voir quand même le retour du bon sens. Mais voilà, mais blague à part, l'actualité est quand même très importante, elle devient riche et surtout, on va dire, elle devient de plus en plus claire face à la direction qui est imposée par les grandes puissances de notre monde et notamment Donald Trump. Donc, Finn, est-ce que vous avez un élément précis sur lequel vous voulez commencer? Parce que j'ai abordé plein de points, hein. Il y a eu le discours de Donald Trump, il y a la guerre commerciale qui a commencé, on a Zelensky qui propose enfin une trêve et qui décide de s'aligner sur la politique et la vision diplomatique de Washington. Je vous laisse le commentaire libre, mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer sur le sujet ukrainien. oui, oui, je suis d'accord avec vous. On peut commencer sur le sujet ukrainien qui évidemment euh, excite beaucoup de gens et surtout donc les dirigeants parce que comme vous dites, nous qui ne sommes pas impliqués dans ces sphères, nous avons du mal à suivre parce qu'il y a tellement de nouvelles tous les jours. Ça va à une vitesse maintenant hallucinante et cela n'est pas tout à fait anodin. C'est comme si nous étions, comme si vous avez une baignoire qui est en train de se vider. Donc le projet ukrainien et évidemment l'arrivée de la multipolarité, comme on dit d'une manière plus générale, c'est un petit peu une baignoire qui se vide. Donc ça va au fur et à mesure qu'on arrive vers le point crucial, vers la fin, ça va de plus en plus vite et on le note parce qu'il y a tellement d'informations. Je suis d'accord avec vous que c'est en partie dû à Trump, évidemment. Et ça, c'est vraiment la stratégie de Trump et de son équipe de constamment venir avec des nouvelles euh, tous les jours qui supplantent les nouvelles de la veille pour qu'il n'y ait pas pour qu'il ne puisse pas y avoir de possibilité d'attaque de longue durée de la part des médias traditionnels. Donc en partie, c'est tout à fait voulu de la part de Trump et je pense que c'est une stratégie qui est absolument nécessaire. Il avait l'expérience de son premier mandat. Il ne veut pas répéter cela, donc c'est pour ça que il n'arrête pas de faire des annonces, mais c'est aussi parce qu'il veut aller vite. Il sait qu'il a 4 ans, il veut aller très vite, il sait que la situation internationale est compliquée, donc c'est aussi pour ça. Euh, mais il y a une troisième raison, hein, c'est le fait, comme j'ai dit, hein, du projet ukrainien qui va vers son dénouement final. Hein. On n'y est pas encore, mais ça va vers son dénouement final. Et donc, ça va de plus en plus vite parce que tout le monde essaie de sauver les meubles. Et cela crée, c'est pas tout à fait encore de la panique, parce que la communication reste encore relativement maîtrisée, mais c'est pas loin de la panique. Quand vous avez une réunion le week-end dernier, hein, il y a 2 jours, où vous avez supposément un accord entre différents pays européens, donc il y avait Starmer et il y avait Macron en première ligne, hein, et à peu près 15 autres chefs d'État européens, et évidemment Zelensky, qui venait de se prendre une fessée dans le bureau ovale. Vous avez donc Starmer qui déjà le soir même, donc déjà le dimanche soir, Macron et Starmer ne sont plus d'accord. Donc vous avez Macron qui propose une espèce de cessez-le-feu en Ukraine qui est complètement bidon, parce que c'est un cessez-le-feu qui consiste à arrêter les hostilités dans l'air et sur les mers, mais qui ne fait rien sur terre. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est fait pour, disons, aider Zelensky, parce que c'est justement dans les airs que les Russes ont un très grand avantage avec au niveau balistique et au niveau de leurs drones également. Donc, mais ce qui a été un petit peu choquant, je dirais, pour Macron, c'est que aussi bien Starmer que Zelensky ont immédiatement refusé cette proposition. Donc, évidemment, les Russes, on sait déjà qu'ils sont contre. Donc, on se demande déjà pourquoi est-ce qu'on propose cela quand on sait très bien quelle est la position russe. Les Russes doivent être un petit peu légèrement frustrés quand même parce qu'ils n'arrêtent pas de répéter leur position semaine après semaine, mais les Européens ne tiennent pas compte du tout
ni de la situation sur le terrain, ni des déclarations russes. Donc déjà, on voit ce manque d'unité au niveau des Européens qui est assez surprenant. Donc ensuite, ce qui s'est passé après. Alors, donc effectivement, Starmer et Zelensky ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils voulaient continuer et il était inacceptable d'avoir un cessez-le-feu. Mais ensuite, on sent chez Starmer quand même maintenant quand même un léger rapprochement de Washington parce qu'effectivement, la situation de la Grande-Bretagne est très compliquée, beaucoup plus compliquée que celle de la France. Parce que la France étant dans l'euro et dans l'Europe, elle est quand même légèrement protégée. Il y a quand même le marché interne. Le Royaume-Uni a quitté, comme vous savez, l'Union européenne et donc elle ne peut pas se permettre de rendre les États-Unis antagonistes. Et donc ça veut dire que maintenant, elle a vraiment un choix difficile. Soit, disons pour le dire crûment, soit lâcher Zelensky, soit lâcher Washington. Et il est hors de question, évidemment, pour les Britanniques de lâcher Washington. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont devoir lâcher la position de Zelensky. Et donc, on voit très bien, chez Starmer, maintenant, il commence à parler de l'importance des échanges avec les États-Unis. Il commence à dire que, oui, il est important que les États-Unis soient, disons, dans le siège du pilote, que les États-Unis pilotent ce conflit en Ukraine. Donc on voit bien que les Britanniques commencent petit à petit à lâcher la position ukrainienne et se rapprocher de Washington, même si quand même ça reste extrêmement subtil, parce que dans les annonces publiques, Starmer est quand même très va-t-en-guerre encore. Ensuite, vous avez vu donc que Trump, il a quand même mis un coup de frein parce que donc hier, ou avant-hier, il a arrêté les livraisons d'armes vers l'Ukraine. Et on ne sait pas encore est-ce que ça sera réellement effectué ou pas. Avec Trump, évidemment, il faut toujours voir avant de juger parce qu'il dit beaucoup de choses, mais parce que ce n'est pas encore annoncé officiellement sur le site de la Maison Blanche. Mais si c'est vrai, et je pense que les Ukrainiens le prennent très au sérieux, si c'est vrai, cela voudrait dire que dans quelques semaines, la situation pour les Ukrainiens sur le front va être dramatiquement empirée. Et du coup, Zelensky a immédiatement fait volte-face. Il suffisait uniquement de faire ça. Et il a envoyé donc un long tweet sur X hier en disant qu'il était prêt à collaborer avec les États-Unis. Il était prêt à signer immédiatement le deal sur les minerais qu'il avait refusé il y a juste 3 jours. Donc, c'est un retournement de situation qui est absolument hallucinant. Mais par contre, Trump avait demandé une excuse. Il faut qu'il s'excuse. Donc c'est évidemment aussi un petit peu, je dirais, enfantin. On est à un niveau quand même entre adultes, mais bon, c'est comme si on était à la cour d'école. Donc Trump demande une excuse. Sinon, il ne continuera pas les échanges avec Zelensky. Donc, dans le tweet de Zelensky, il n'y a pas eu d'excuse. Il a juste dit qu'il était désolé, qu'il regrette son intervention dans le bureau ovale. Donc, il n'y a pas eu d'excuse. Donc, je ne sais pas si ça sera suffisant pour Trump. Mais ce qui est intéressant dans son tweet, c'est qu'il ne lâche pas complètement, disons, sa demande de garantie de sécurité. Il dit que oui, je suis prêt à signer ce contrat sur les minerais et cela nous donnera aussi la possibilité vers des garanties de sécurité. Donc il ne veut pas tout à fait lâcher le morceau. Et je pense, sincèrement, que ça ne sera pas suffisant pour les Américains. Parce que tout simplement, je pense que le deal des minerais n'est pas si important, n'a jamais été si important pour les États-Unis. Et 2, je pense qu'ils ont passé un cap avec Zelensky. Je pense qu'ils ont compris qu'avec cette personne, ils ne peuvent pas avancer vers la paix.
Et c'est clair que Zelensky fait uniquement ça parce qu'il veut, il ne veut pas la paix. Zelensky fait uniquement ça parce qu'il veut que les livraisons d'armes continuent. Donc il y a cette espèce de contradiction. Les Américains ne peuvent pas prétendre vouloir la paix et continuer à armer jusqu'aux dents un des belligérants. Donc ça, c'est pas possible. Mais évidemment, c'est politiquement un peu compliqué voilà, d'arrêter complètement. Mais là, effectivement, l'administration Trump a eu une excuse pour arrêter ces transferts d'armes. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Mais la situation est donc extrêmement compliquée. Il faut juste rappeler que l'administration Trump ne veut pas forcément la paix. N'oubliez pas que c'est une administration américaine. L'administration Trump a compris qu'ils ne peuvent plus rien faire et que les Russes vont gagner en Ukraine. Soit ils vont gagner au niveau de la table de négociation, et ça va peut-être améliorer la situation pour les Américains, soit ils vont gagner sur le terrain, et là, ça sera encore pire. Donc, ils sont réalistes. Avec l'arrivée de Trump, ils sont revenus à une espèce de réalisme, mais cela ne les rend pas moins va-t-en-guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, ils visent la Chine. Donc, faut pas non plus penser qu'ils soient devenus soudainement pacifiques. C'est juste qu'ils sont devenus réalistes. Et c'est là où il y a le contraste avec l'Union européenne. L'Union européenne est complètement encore dans le déni et dans la colère. Donc, c'est les premières phases encore du deuil. Les premières phases du deuil, il y en a 5. Les Européens n'ont toujours pas surpassé les 2 premières phases du deuil, donc le déni et la colère. Même si effectivement dans les coulisses, on voit bien qu'une des raisons de cette attitude belliqueuse envers la Russie, maintenant, c'est une question de financement européen. C'est uniquement ça. Donc on veut utiliser, c'est très très cynique, on veut utiliser, ça je le disais déjà la semaine dernière, et maintenant le plan de Van der Leyen est sorti. Donc on parle de ces 800 milliards que vous avez décrits là il y a quelques instants. Et ce qui est intéressant, justement, pour ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure dans votre revue de presse, ce qui est intéressant dans ce plan de 800 milliards, c'est qu'on laisse ouvert la possibilité de financement supplémentaire. Parce que dans les dernières phrases de la déclaration de Van der Leyen, elle dit que nous proposerons des possibilités, des mesures incitatives supplémentaires aux États membres qui décideront s'ils souhaitent utiliser les programmes de la politique de cohésion de l'Union européenne pour augmenter leurs dépenses de défense. Donc là, il s'agit de domaines d'action qui visant à mobiliser les capitaux privés en accélérant ce qu'on appelle en anglais la CMU, la Capital Markets Union, et donc en français, pardon, l'Union de l'épargne et de l'investissement, par l'intermédiaire aussi de la Banque européenne d'investissement. Mais ça, c'est très important. Ça fait pas partie des 800 milliards. Et ça veut dire que là, en fait, Van der Leyen et l'Union européenne ouvrent la porte à la création donc d'instruments financiers nouveaux, notamment des obligations européennes conjointes, qui pourraient aller beaucoup plus loin. Il y avait un article dans les Échos qui sortait de l'Institut Molinari, qui disait que l'Europe a besoin de 15 000 milliards. Et évidemment, derrière, il y a potentiellement la volonté de sauver la France, parce qu'évidemment, pour Macron, ce serait une possibilité fantastique qui se présenterait comme le sauveur de l'économie française en débloquant, je ne sais pas, 100, 200, 300 milliards d'euros en obligations européennes à taux bas pour tout simplement transformer la dette française et sortir de la France de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Donc ça, je spécule un petit peu, mais je rappelle que dans le rapport Draghi, j'invite tout le monde à regarder ce rapport, il est sorti en septembre 2024, ce rapport Draghi parle de toutes ces choses-là. Il parle aussi de la volonté d'utiliser l'épargne privée des Français et des Européens pour du financement. Et je rappelle que tout ce financement, oui, il va aller vers le secteur de la défense,
parce que cela va aussi contribuer à l'industrialisation de l'Europe et de la France. Mais il ne faut pas oublier que les Européens, les leaders européens savent très bien que ces initiatives ne vont rien changer quant à l'Ukraine. Et c'est pour ça que c'est tellement cynique. L'Ukraine est uniquement une excuse. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il va falloir une décennie. Alors, Sikorski, qui est le ministre des Affaires étrangères, il avait dit lors de la conférence de Munich il y a quelques semaines, et ça c'était très choquant, hein, c'est passé presque inaperçu, il avait dit dans une table ronde que la guerre en Ukraine, si ça dure moins de 10 ans, on a de la chance. Regardez, il a dit, regardez les guerres coloniales. L'Ukraine est une guerre coloniale typique. Regardez Angola, Afghanistan, Algérie, Vietnam, jamais moins de 10 ans. Et donc, il est en train évidemment de faire un parallèle historique qui est complètement faux, parce qu'on sait très bien quelles sont les origines aujourd'hui, on le sait très bien, hein, surtout ceux qui écoutons GPTV, nous connaissons très bien les origines de la guerre en Ukraine, rien à voir avec ces guerres coloniales. Évidemment, nous connaissons aussi la situation sur le terrain. On sait très bien que cette guerre ne va pas durer 10 ans, elle sera peut-être même finalisée sur le terrain cette année. Et les Européens le savent. Sikorski, c'est un homme très intelligent, un néoconservateur polonais, très rattaché à Washington. Il le sait très bien. Et donc, il est en train de raconter n'importe quoi uniquement pour essayer de faire comprendre qu'on veut faire durer cette guerre aussi longtemps que possible parce que c'est une excuse pour l'Union européenne de justement faire marcher la planche à billets et dépenser un maximum sur l'Europe. Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, hein, parce que ces usines et cette industrialisation dans le secteur militaire et autres ne sera pas prêt avant plusieurs années. Mmh. Et j'aurais une question fine à ce sujet-là, avant de vous laisser continuer, parce que je trouve ça quand même très intéressant là de se poser quelques instants sur le sujet de l'avenir européen et du financement européen. Parce que donc là, on a ce plan de la défense qui représente 800 milliards, mais ce ne sont pas les seuls projets, les seuls coûts qu'il y a. Il y a quand même de nombreux pactes qui sont mis en place par la Commission européenne, enfin par le Parlement européen. Donc là, on parle certes de 800 milliards, mais on est dans un contexte où les États-Unis décident de lancer une guerre commerciale. Nous sommes coupés en partie de la Russie, donc les coûts sont beaucoup plus élevés lorsqu'on fait cheminer, par exemple, du gaz ou même du pétrole, en gros des ressources énergétiques, on les fait transiter par l'Inde en payant beaucoup plus cher, ou alors la Turquie nous le vend, etc. Les terres rares, enfin certaines ressources stratégiques, quand on voit les évolutions qu'il peut y avoir en Afrique ou autre, eh bien, à mon avis, on n'a pas accès aux meilleurs approvisionnements et aux meilleurs prix. On a la charge de la dette aussi, qui est colossale, qui ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il y a véritablement une possibilité? Parce que moi, je me pose toujours cette question avec ces personnes-là. On parle quand même de personnes qui sont non pas uniquement les représentants devant les caméras, mais les cabinets de conseil qu'il y a derrière, ainsi que les oligarchies derrière. Je me dis, ça ne doit pas venir de nulle part. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité de concrétiser ce projet sur le plan économique? Parce que moi, j'ai l'impression, quand on fait le constat et quand on prend un peu de distance, surtout s'ils recherchent des investisseurs privés, qui n'est pas la tendance du moment, vu le contexte politique au sein de l'Union européenne, qui n'est pas du tout un cadre attractif, selon moi, pour le moment en tout cas. Est-ce qu'ils ne vont pas se prendre un mur obligatoire lorsqu'ils vont vouloir lever tous ces fonds-là? Est-ce que ça ne va pas être la levée de fonds de trop, surtout s'il y a une fonction d'épargne des habitants membres de l'Union européenne? Est-ce que ça ne va pas créer la fragilisation ultime de l'Union européenne et peut-être une forme de mutation ou de révolution? Moi, je me pose sincèrement la question. Oui, ben je pense qu'il faut se poser cette question, hein, c'est tout à fait vrai. Il faut se rappeler quand même que l'Union européenne, disons, elle-même n'est pas très endettée et elle ne représente une toute petite part, quelques pourcents
des budgets des pays européens. Donc l'idée ici, évidemment, derrière, c'est l'idée de centralisation de pouvoir. Hein. Ça veut dire perdre encore plus de souveraineté, parce que la grande partie de la souveraineté réside dans la situation financière dans laquelle se trouve un pays. C'est pour ça qu'on parle toujours du manque de souveraineté de la France, parce que la dette française est non seulement gigantesque, mais également possédée par des intérêts étrangers. Donc ici, il s'agit, donc l'objectif de ces mondialistes, hein, il faut le dire, qui sont à Bruxelles, c'est, disons, d'augmenter encore plus le pouvoir de Bruxelles. Et comment faire cela? Ça veut dire petit à petit transférer par roulement, donc transférer petit à petit la dette des pays vers une dette à Bruxelles. Et ça veut dire déjà augmenter la contribution de Bruxelles dans les budgets des pays membres, parce qu'aujourd'hui, la contribution est extrêmement faible. Je pense qu'elle est à 1 ou 2% du PIB français va vers Bruxelles. Et évidemment, ils ne rêvent que d'une chose à Bruxelles, tout en augmentant cette énorme bureaucratie. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est évidemment d'avoir plus de fonds et donc plus de pouvoir, et donc augmenter de plusieurs pourcents la contribution de chaque pays membre. Ensuite, vous parlez du risque. Il faut se rappeler qu'évidemment, déjà l'Allemagne a un taux beaucoup plus bas que la France en termes d'obligations européennes aujourd'hui. Et c'est ça aussi dont souffre la France, puisque l'instabilité, le risque perçu autour de la France fait que aujourd'hui, sur des dettes de 10 ans en euros, la France paye environ 0,8% de plus que l'Allemagne. Et ça, c'est uniquement parce que les investisseurs perçoivent un risque plus élevé sur une dette en euros émise par Paris plutôt que par Berlin. Donc, imaginez des dettes issues par l'Union européenne elle-même. On pourrait bien imaginer qu'elle ait un taux inférieur à celui de l'Allemagne. Ce serait tout à fait logique parce que la stabilité quand même économique de tout ce bloc pourrait même être supérieure à la stabilité économique de l'Allemagne elle-même. Donc on peut très bien imaginer que, disons, si on introduit des obligations européennes conjointes, ces obligations auraient un taux inférieur au taux allemand. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la France pourrait dans ce cas bénéficier d'obligations à peut-être 100 points de base, donc 1% de moins que ce que la France paye aujourd'hui pour des obligations de 10 ans. Et ça, évidemment, ce serait extrêmement attirant pour nos dirigeants à Paris. Parce que sans rien faire, sans faire aucun effort de réforme, ils pourraient bénéficier immédiatement de taux beaucoup plus avantageux. Et ça, c'est quelque chose qui va être tellement attirant pour tout le monde à Paris et évidemment à Bruxelles, comme j'ai dit. Donc, il y a une espèce d'inertie. Et il faut se rappeler que Merz, donc la première chose qu'il a dit quand il a été élu, quand il a gagné, quand son parti, le CDU, a gagné la semaine dernière, il a dit, la première chose, hein, je souhaite une indépendance stratégique européenne. Donc, ça veut dire que la CDU se place, la CDU de Merkel, hein, se place typiquement dans la lignée mondialiste. Il ne faut pas oublier que Merz vient de de BlackRock. Voilà. Et vous avez également donc Draghi, je parlais du rapport Draghi, il ne faut pas oublier que Draghi vient de Goldman Sachs. Donc on voit bien la finance derrière. Merz a toute une carrière dans la finance. Hein. Il a 70 ans aujourd'hui. Il vient de devenir chancelier. Il va devenir chancelier bientôt, mais il a toute une carrière dans la finance. Et donc, on voit bien qu'il est en train de positionner l'Allemagne dans cette direction-là. Et pourquoi je parle de direction stratégique indépendante, d'indépendance stratégique? C'est tout simplement parce que les Européens à Bruxelles, ils voient l'Europe comme un bloc stratégique qui doit concurrencer la Chine et les États-Unis. Ils considèrent que non, la France, elle est trop petite pour y aller toute seule. Et ça, il y a beaucoup de Français aussi qui le disent. Ah, nous sommes trop petits, nous ne pouvons pas y aller tout seuls, il nous faut l'Europe. Mais bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En tant que libéral, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Il y a plein d'exemples de pays. Je suis moi-même suédois. Il y a beaucoup de
disons, de petits pays qui se débrouillent très bien à l'étranger, qui sont des grands pays exportateurs, qui néanmoins restent relativement indépendants, à condition d'être neutre, parce que la neutralité, pour moi, c'est fondamental quand on est un petit pays, parce que la neutralité elle-même, représente une certaine espèce de défense, en réalité, parce qu'on ne s'attaque pas à un pays neutre. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.